mieux pour tout le monde. Ce n'est pas à vous que je vais le redire, les préjugés sur le vieillissement sont tenaces. Il existe malheureusement de trop nombreuses idées, toutes faites sur la dépendance, de représentations convenues sur la vieillesse, qui peuvent empêcher, retarder, voire biaiser la diffusion de connaissances pourtant très utiles. Comment faire pour changer les mentalités pour mieux combattre les méfaits de l'agisme ? C'est un vaste sujet que nous allons aborder avec Éric Fiat, professeur de philosophie, Anne Mozic. Ah, pour une fois, j'ai les deux du bon côté. Formidable. Anne Mozic, directrice de la résidence autonomie et de l'EHPAD Le Val-de-Rose à Dunkerque. Nous allons avoir avec nous, en visio, Madame Lepoutre, qui est résidente à Dunkerque dans cet établissement. On aura le plaisir de l'entendre tout à l'heure. À ma droite, Anna Perraudin, qui est chargée de projet stratégie et organisation de Partage et Vie. Et Perla Servan-Schreiber, auteure et cuisinière. Auteure et très grande cuisinière, paraît-il, d'après ses amis. Voilà. Une fois encore, nous allons commencer par une vidéo. Elle a été tournée par les équipes et les résidents de l'EHPAD Jacques Bonvoisin à Dieppe. Clean présente. Vos préjugés ne sont pas les nôtres. Bon, aujourd'hui, à 10h, il y a atelier couture. 11h, jeux de société. Ensuite, 14h, je vais au loto. J'espère que je vais gagner un lot. 15h, petite collation. 16h, lecture du journal. 17h, petite bière avec les copains. Chouette, ça. Et à 18h30, on va dîner. Puis sinon, en dehors de ces horaires, tu peux venir quand tu veux, avec plaisir. Ces deux-là, mariés le 11 septembre 2021, ils se sont pas rencontrés à l'EHPAD peut-être ? Monsieur Godet ? Monsieur Godet ? Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Non, c'est pas la peine de frapper, je ne veux pas être battu. Oh, c'est vrai que je vous ai battu hier, mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Venez faire une partie de domino avec moi. Certes, les soignantes sont là pour faire notre toilette, mais elles sont là pour faire bien d'autres choses. Mais ça, quelques personnes l'oublient. Donc je reconnais qu'elles sont des tâches qui sont ingrates. D'abord, quand il arrive une jeune fille pour la première fois ici, les jeunes, elle est peut-être gênée de faire ma toilette. Moi, c'est pareil. Si une jeune fille qui, mettons, tu verrais faire ma toilette, tu vas me gêner. Bon, eh ben, je vais prendre ça à la rigolade. Le lendemain, elle va venir, elle va dire, tiens, avec ce monsieur, je peux plaisanter, je peux rigoler. Il va pas m'engueuler. Et puis voilà, puis après on se connaît de plus en plus, et puis c'est tout. Puis après on s'appelle par de prénom. On essaie de former une équipe. Non. Au contraire, c'est pour nous ravigoter, pour nous mettre tout... nous donner du nerf, de la vie. Il ne faut pas penser en bas, il faut penser en haut. Oui. Puis je mourrai là parce que je suis, mais bien. Puis les filles sont contentes de me voir. Même bien. Je leur répondrai nettement que c'est une idée absolument ridicule. Ridicule, carrément.
Écoutez, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Les gens que j'ai pu connaître qui rentrent là-dedans, c'est simplement parce qu'elles sont trop fatiguées pour se débrouiller toutes seules dans la vie. Bah moi, ça fait 6 ans que j'y suis, puis je suis pas mort. J'ai 85 ans, j'espère encore 50 ans, ça me fera 135. C'est pas garanti, hein. Alors pour qu'on ait la même surprise, le même plaisir que vous, j'avais demandé à Catherine qu'on ne regarde pas cette vidéo avant. Comme ça, je voudrais avoir vos réactions comme ça, à vif, Perla. Oh, c'est juste magnifique. Moi, je suis bouleversée quand j'entends ces choses-là, parce que je fais évidemment partie, probablement, de pas mal d'entre ceux qui se trompent. Et je reconnais mes erreurs et mon inculture. Anna? Alors, moi, maintenant, ça m'étonne plus, mais il y a 2 ans... Vous l'aviez déjà vu? Non, je l'avais pas vu, mais je sais que ça existe. Et il y a 2 ans, avant de travailler dans ce secteur, avant de rejoindre la Fondation Partage et Vie, j'y aurais pas cru. Je me serais dit, bon, c'est un montage, on a choisi les seules personnes qui vont bien, et c'est pas la réalité. Alors qu'aujourd'hui, je sais que c'est vrai. Éric? Le verbe ravigoter est un des plus beaux verbes de la langue française. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça vous ravigote de voir ça? Ça me ravigote, je crois que ça nous ravigote tous et toutes. Anne? Et quant à moi, je n'ai définitivement pas une vision linéaire du grand âge. Pour plein de raisons, et pour aller à l'essentiel, j'ai été non pas confrontée, mais baignée en fait dans le grand âge dès ma petite enfance. Et de fait, je n'ai jamais eu peur en fait de l'autre être âgé, puisque pour moi, ça a toujours été dans la normalité. Et effectivement, par rapport à un échange qu'on a déjà eu aussi avec Anna, qui nous faisait part de son point de vue, mon point de vue, je n'aurais jamais vu ça en fait il y a 2-3 ans en arrière, parce que plus jeune, etc. Et parce que on est victime de tout ce que les médias en fait peuvent colporter sur ce qu'est le grand âge. Non, ça faisait longtemps. Les médias, réseaux sociaux, on ne peut pas dire qu'on est réellement bonne presse. Et tout ça, en fait, probablement fait peur. Il y a les phrases qu'on a déjà pu entendre. La vieillesse est un naufrage. Non. La vieillesse pose question. Oui. Ça fait une 15aine d'années que je suis dans le métier. Moi aussi, c'est une reconversion. Néanmoins, ça a toujours été, la partie ressources humaines parce que j'aime les gens, mais en tout cas, l'être âgé. On peut être directeur et aimer les gens âgés. Mais dans la salle, je pense que ça fera l'unanimité. Et donc, la vieillesse n'est pas qu'un naufrage. Et on peut avoir un très grand âge, et avoir encore envie de faire plein de choses. Et c'est à nous, en fait, de donner la possibilité aux gens de continuer à le faire. Merci. Là, c'était juste une réaction rapide sur cette magnifique vidéo. Moi, je voudrais qu'on commence avec vous, Éric, sur les représentations du grand âge. Finalement, il n'y a pas que des vieux magnifiques, enviables, et puis des gens terriblement abîmés par la vie et qui attendent la mort. Globalement, on a le sentiment que c'est un peu binaire, et non. La réponse est non. Mais voilà, ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression que les représentations qui nous sont données coutumièrement de la vieillesse sont étonnamment clivées. Soit la célébration, soit la déploration. Alors la célébration des vieux qui ne sont pas vieux. Et on a en effet le souvenir de premières de couverture de certains magazines où vous avez des seniors étonnamment séduisants qui ont bien vieilli parce qu'ils n'ont pas vieilli. Alors d'un côté, il y aurait le senior qu'on célèbre parce qu'il a bien vieilli, parce qu'il n'a pas vieilli. Et de l'autre côté, la déploration. À ce moment-là, c'est pas le senior, c'est le vieillard. Et nous vient l'image, en effet, du vieux ou de la vieille incontinent, bavant, en EHPAD, qui attend tristement la mort. Or, ce clivage entre la célébration et la déploration, évidemment, ne rend pas hommage à ce qu'est la réalité du vieillissement. Car la plupart des personnes très âgées ne vont pas aussi bien que les seniors qu'on célèbre,
et vont beaucoup mieux que les vieillards qu'on déplore. C'est comme si notre époque nous mettait devant une alternative terrible où la défaite ou la victoire, c'est-à-dire ou bien on est victorieux de l'âge et alors on devient senior, ou bien c'est l'âge qui est victorieux et l'on devient vieillard. La superbe d'un côté, la déchéance de l'autre. Or, je le répète, la plupart des personnes très âgées ne vont pas aussi bien que ceux qu'on célèbre et qu'on dit superbes, et vont mieux que ceux qu'on déplore et qu'on dit déchéants. Rendre hommage à ce que c'est que la réalité du vieillissement, je crois que c'est pourquoi nous sommes réunis ici. J'ajoute un petit mot au sujet de la vidéo, ravigoter. C'est un mot qui fait rire. Certains auteurs, je ne sais pas, Roger Paul, si vous savez qui a dit l'humour, c'est la politesse du désespoir. On a attribué ça à tellement d'auteurs qu'on ne sait plus qui a dit ça. Mais ça voudrait dire qu'on a de l'humour que quand on est désespéré. Mais nom de Dieu, non. Ce que l'on a vu, c'est des êtres humains qui ont de l'humour, non pas quand ils sont désespérés, mais quand ils prouvent qu'ils peuvent être encore heureux. L'humour serait un surcroît de vitalité. Et je crois que l'humour, enfin, en ceci qu'il nous permet la dilatatio animae et corpori. Je ne parle pas latin pour avoir l'air savant. Moi, qui, la première fois que je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale supérieure, ai eu en latin 1. Mais pas 1 sur 20, 1 sur 60. Ils m'ont mis une note parce que j'ai... Bon, mais j'ai lu ça. L'humour, c'est la dilatation de l'âme et du corps. L'angoisse, c'est la rétractation de l'âme et du corps. Hein. C'est Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Mais La Fontaine, à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre à large bec. En effet, l'humour n'est pas forcément la politesse du désespoir. Ces gens-là ne sont pas désespérés, mais ils nous prouvent que jusqu'au bout, en effet, il est possible de dilater les quelques forces qui restent en soi. Et je trouve qu'il y a une franchise aussi, parce qu'ils ont parlé de la toilette. Non pas comme d'une chose épouvantable, mais comme d'une chose qui est la propédeutique à une discussion où l'on se parle avec son prénom. Non, la vidéo est épatante, elle est ravigotante. C'est vrai. Et alors, le regard de la société, il a changé au fil des décennies sur les personnes âgées, où on a toujours eu quand même le jeune vieux et le vieux vieux, pour essayer de faire un parallèle. Alors Anne, je ne sais pas répondre à votre question. Je plaide l'incompétence, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je n'ai que des intuitions. Il me semble que le progrès technique, le progrès médical, qui est une merveille, hein, qui fait que l'on vit beaucoup plus vieux qu'avant et généralement sans lourd handicap. Je ne sais pas pourquoi je fais ce geste-là. Bon, eh bien, est une chose merveilleuse, mais qui nous a donné l'illusion selon laquelle peut-être qu'un jour on vaincrait les déchéances liées à l'âge, voire qu'on vaincrait la mort. Et donc, je dirais que lorsqu'on s'est rendu compte que malgré tous les progrès, alors nous autres philosophes, on pense que c'est un peu Descartes qui est à l'origine de ça, hein, qui nous invite à devenir comme maître et possesseur de la nature, ce qui n'est pas seulement à souhaiter pour l'invention de toute une série d'artifices qui fait qu'on jouirait sans peine des biens de ce monde, mais surtout pour la conservation de la santé, qui est le premier, et pour ainsi dire, la condition de tous les autres biens en cette vie. Donc, grâce à Descartes, qui nous invite non pas à être maître et possesseur de la nature, mais comme maître et possesseur de la nature, on a fait beaucoup de progrès, on n'a pas souvent froid, on n'a pas souvent mal, on n'a pas souvent faim, et surtout, on vieillit bien. Mais ça a créé peut-être cette illusion selon laquelle un jour, les déchéances liées à l'âge seraient vaincues. Or, elles sont quand même là. Et donc, je dirais que l'illusion fomente la désillusion. Et résultat, alors que moi, mes arrière-grand-mères, c'était pas très grave qu'elles commencent à baver et qu'elles soient incontinentes, parce que ça faisait partie du programme qui leur avait été donné quand elles sont nées. Les gens de notre âge, enfin, ou les gens qu'on a vus là, ils ont peut-être vécu dans l'illusion selon laquelle le progrès technique ferait qu'ils ne vieilliraient pas comme Mémère Claire et comme Mémère Alice. Et si, nom de Dieu, malgré tout, ils deviennent incontinents et bavants, alors voilà peut-être... Mais j'improvise, hein, parce que, je répète, je ne suis pas un anthropologue de la vieillesse. Anne Mozy, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Justement, vous voulez que je rajoute quelque chose là derrière là? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut me donner un os, mais là...
Non, sur ce regard des deux types de vieillissement, le bien et le pas bien. Est-ce que Je vais encore enfoncer une porte ouverte. Oui, c'est pas grave. Voilà, mais il y a des propos qui ont été dits de façon similaire sur la table précédente. Pour moi, il y a autant de vieillesse, il y a autant de personnes qu'il y a de vieillesses différentes. Et tout à l'heure, quelqu'un disait on peut être un jeune vieux et un vieux beaucoup plus jeune. Il y a des gens qui, à la quarantaine, sont usés par la vie, par des tas de choses. Et puis, on a des gens qui ont 90 ans et plus. Là, précisément, en vous disant ça, j'ai une dame de 102 ans en tête, avec son déambulateur, mais qui a la niaque. Il y a des gens qui sont entre deux. Il y a donc dans le quotidien, vous ne voyez pas cette dichotomie dont on a parlé depuis. Si, je vais le voir en fait même dans ma vie personnelle, parce que ça, on a toujours en fait l'œil aguerri à regarder autour de soi. Après, je vous dirais, pour avoir fait différents coins de France, on va peut-être pas aborder les gens de la même façon à Marseille qu'à Paris, où il y a pléthore en fait de choses qui donnent la possibilité aux gens aussi de continuer à s'abreuver, à se cultiver. Il n'y a pas à Marseille. Différemment. Paris, vous avez tout à proximité. Et je pense qu'il y a aussi une émulation qui fait que les gens, peut-être, vieillissent aussi mieux. Quant au Nord, je ne suis pas du Nord, mais en tout cas, j'ai constaté par rapport à Marseille, réellement, une proximité, alors peut-être pas partout, mais une proximité que les familles ont, peut-être avec leurs proches, peut-être plus qu'ailleurs, sans crainte et avec beaucoup d'amour. Et je ne fais pas de plusieurs cas une généralité, toujours pareil. Je voudrais qu'on parle de la représentativité des personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qu'on définit toujours, qu'on oppose un peu comme les deux vieillissements, le bon et le mauvais? Alors, je crois qu'on est très influencé par sa propre culture et du lieu d'où on vient. Personnellement, je suis née au Maroc, dans une culture orientale, dans une famille juive et dans une structure féodale. J'ai 80 ans, donc il y a 80 ans, je suis née là-bas et j'ai vécu 20 ans. Et j'avais des grands-parents vieux chez nous, à la maison, et pour moi, c'était un bonheur. Ils n'allaient pas très bien, ils ont été vieux très tôt par rapport à l'âge auquel on vieillit désormais. Ça n'est même plus un scoop, et pourtant on a trop tendance à l'oublier, à quel point nous vivons une révolution sur ce plan-là, et à quel point nous ne pouvons ici qu'émettre des semblants d'observation, tant les changements sont absolument gigantesques. Donc j'ai la chance d'avoir été élevée dans cette culture, c'est pourquoi j'adore être une vieille dame. Anna, vous adorez être une jeune femme? Pour l'instant, tout se passe bien. Sur cette partie-là, après on parlera de la façon dont on parle du grand âge et puis de l'invisibilisation entre guillemets des personnes âgées. Là, c'était sur cette première partie, cette opposition entre ces deux vieillissements. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais en revenir aux médias et aux images qui sont véhiculées dans la société, parce que c'est vrai que pour le coup, on a vraiment que ces images très dichotomiques entre, d'un côté, ce qu'on va entendre sur les EHPAD, sur la maltraitance qui est très négatif, et de l'autre, une survalorisation de la jeunesse liée à la performance, à l'esthétique, et on n'a pas du tout de visibilité sur l'entre-deux, et donc on a le choix entre la réussite qui est ce vieillissement qui n'en est pas un, et l'échec, et donc c'est quand même très relié à une culture de la performance et à ce qu'on a accompli correctement les choses ou pas. Alors ça, on en parlera dans la troisième partie. Ce qu'on va aborder maintenant, c'est la façon de parler du grand âge. Et je pense qu'on a la chance d'avoir Madame Lepoutre avec nous. Vous nous entendez, Madame Lepoutre? Oui. Ah ben voilà, bonjour Madame, nous sommes absolument ravis de vous avoir avec nous. Quand on s'est parlé précédemment, vous trouviez qu'on ne parlait pas très bien des personnes âgées. Quels sont les mots qu'il faudrait employer ou les mots qu'il faudrait ne jamais employer quand on parle des personnes âgées? Alors, d'abord, je trouve qu'on parle d'abord du senior, ensuite on parle des papis-mamies, après on parle des aînés, des vieux parents, puis des vieux tout court,
puis le grand âge, les ancêtres, et pour un petit peu sourire, les dinosaures. Le grand âge, ce que je n'ai pas aimé du tout quand vous avez parlé de printemps du grand âge, je n'aime pas quand le grand âge est précédé de printemps. Parce que je trouve le printemps du grand âge m'a semblé légèrement ironique, mais même sarcastique. On a dépassé l'automne et on flirte avec l'hiver. C'est pour ça que je n'ai pas aimé cette définition. Alors je trouve évidemment qu'il y a une différence avec les personnes qui vivent en EHPAD et avec les autres. Vous avez la chance de vivre dans une résidence autonomie. Oui. 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 Parce qu'en vieillissant, on a du mal à trouver ses mots, bien sûr, à exprimer son ressenti. On perd le fil de ses idées, le dialogue coupe court. Et souvent, on se rend compte que les gens de notre âge, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils se plaignent beaucoup. Alors en EHPAD, j'ai trouvé que c'était autre chose. Parce que les soignants et accompagnants deviennent les yeux et les oreilles de la personne, avec une infinie patience. Il leur faut ressentir le besoin de cette personne à ce moment-là. Il faut gagner leur confiance, expliquer, réexpliquer, susciter leur intérêt, surtout susciter le peu de vie qui reste encore. J'insiste aussi sur la discrétion. Et est-ce que vous estimez qu'on vous écoute suffisamment, qu'on vous donne suffisamment le temps de vous exprimer? Justement, on a du mal à s'exprimer parce que, je viens de le signaler, on perd un petit peu facilement le fil de ses idées. Moi, quand je veux parler, j'ai les mots qui s'envolent au dernier moment. Donc, on se sent rapetissé, si vous voulez, humilié dans le fond. Et ça, c'est gênant. Et globalement, est-ce qu'on respecte correctement votre rythme de vie? Alors, le rythme de vie, c'est encore différent. Moi, mon rythme de vie ne pose pas de problème. Mais le rythme de vie, je me demande, j'ai l'impression qu'il est presque impossible à respecter, par exemple, en EHPAD, par exemple. Enfin, je pense. Parce que le personnel a un horaire à respecter, il a des contraintes. Le nombre des personnes âgées augmente de façon très importante. La dépendance augmente de plus en plus. Demande présence et soins plus longs aussi. Plus souvent répétés également. Il faut les faire manger, par exemple. Alors les promener, s'ils ont envie d'aller se promener. Bon. Alors je trouve que dans tout ça, on en revient toujours. Il faudrait donc plus de soignants. Et la conclusion, c'est qu'il faudrait plus d'argent. Excellente conclusion. Chère madame, on est très content, on vous applaudit, on est très content de vous avoir entendu. Vous restez avec nous si vous le souhaitez. Si vous souhaitez à nouveau intervenir, nous vous redonnerons la parole à la fin pour une conclusion, si ça vous fait plaisir. Autrement, merci en tout cas d'avoir participé avec nous. Perla, pour vous, c'est ni senior ni aîné. Hein. Comment voulez-vous qu'on appelle les personnes âgées finalement? Des vieux, des vieilles. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas pourquoi ce mot a été... mais comme ça, vraiment, avec un ostracisme incroyable. Pourquoi ce mot fait-il peur? Je me suis évidemment interrogée. Et puis, en général, quand on cherche quelque chose dans le domaine des mots, quand on se tourne vers Victor Hugo, on se trompe rarement. Donc, je me suis tournée vers Victor Hugo. Et je me rends compte qu'il disait, lui, donc au XIXe siècle, déjà, il est bon d'être ancien et mauvais d'être vieux. Il disait aussi, puisqu'il aimait, semble-t-il, lire ses dernières œuvres à voix haute à ses amis, il disait « J'ai 74 ans et je commence ma carrière. » Et nous vivons toujours sur ce même paradoxe. Rien n'a changé alors que tout a changé. Alors on voudrait commencer par changer les mots, c'est certain. Pourquoi est-ce que le mot « vieux » encore une fois, est-il devenu aussi mal aimé?
Eh bien, parce que les vieux sont devenus mal aimés. Ça n'est pas le mot qui fait qu'on n'aime pas les vieux, mais je crains que ce ne soit l'inverse. Il me semble que la peur de la vieillesse se reporte sur la peur du mot. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de vieillir? Mais parce que la vieillesse a mauvaise réputation, parce qu'elle est quand même très cousine de la mort. On n'est jamais très loin de la mort quand on vieillit. Et c'est probablement, fût-ce de manière inconsciente, me semble-t-il, que cette peur existe. Et aujourd'hui, nous parlons du mot, mais bien sûr, le mot recouvre toute cette réalité qui est tellement multiple aujourd'hui. Et quelqu'un disait ici, et on le répétera jamais assez, qu'il y a autant de vieillesse que de vieux. Évidemment, autant de vieillesse que de vieux. Chacun a son histoire, chacun a surtout. Et je tiens simplement à en témoigner très modestement. Je n'ai pas la connaissance, mais j'ai un témoignage à apporter. Quand on vieillit, c'est déjà vrai quand on n'est pas vieux, mais quand on vieillit, ce qui domine de manière écrasante, c'est le tempérament. Écrasante. C'est-à-dire que même si le tempérament dans la vie fait à peu près 50%, si je puis dire, de la manière dont on vit et dont on est, dont on paraît, dont on est perçu, eh bien, quand on vieillit, je crains que ça ne soit bien davantage. Bien davantage. Le tempérament compte avant tout. Et quand on a la chance d'être né joyeux, parce que de parents joyeux, eh bien, c'est un sacré coup de main quand on vieillit, croyez-moi. Il reste encore à ne pas tomber malade trop tôt, mais il y a incontestablement de cela. Et quand on dit, Paul Léoto, à qui on demandait « Qu'est-ce que vous faites ?» et il disait cette chose merveilleuse, « Je m'amuse à vieillir et c'est une occupation de tous les instants. » Je témoigne, c'est une occupation de tous les instants, c'est du travail. Vieillir est un travail, incontestablement. Il faut s'occuper de soi, il faut être bienveillant avec soi. Et j'ajouterai aussi, et si l'on a chance d'être aimé et d'aimer encore, je crois que là, il y a quelque chose qui fait qu'on bascule complètement dans le monde des vivants et des pleinement vivants. Merci beaucoup. Je ne vais pas passer la parole à Anne tout de suite. Je pense qu'elle va attendre un tout petit peu. Éric, les mots pour parler du grand âge. J'ai découvert relativement récemment, ce qu'était un flacon de whisky hors d'âge ou un flacon de cognac hors d'âge. Je croyais spontanément que c'était un whisky tellement vieux qu'on ne pouvait pas donner son âge. Et j'ai appris relativement récemment que dans un flacon de whisky hors d'âge sont mêlés des whiskies qui ont plusieurs âges. Et donc un 18 ans qui a macéré dans un tonneau où il y a eu du xérès, mais aussi un très jeune whisky. Et donc l'alliance du whisky vieux et du whisky jeune crée quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle le whisky hors d'âge. Et j'aimerais que nous fussions hors d'âge. Je veux dire par là que dans les personnages qu'on a vus, par exemple dans la vidéo, oui, il y a encore la petite fille qui a besoin de sa maman. Il y a encore l'adolescente qui a ses premiers émois amoureux. Il y a déjà la personne qui va bientôt mourir. Et donc, je dirais qu'à tout âge, on est hors d'âge. Parce que même chez le jeune, il y a déjà la personne très âgée qu'elle sera. Vous vous souvenez que Corneille semblait opposer les jeunes aux vieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. C'est ce que le vieux Corneille disait à une jeune fille. Et d'après Tristan Bernard et Georges Brassens, la jeune fille aurait répondu « Peut-être que je serai vieille, mon vieux Corneille, mais j'ai 26 ans
et je t'emmerde en attendant. Or, j'aimerais bien qu'il y eût, et il y a dans les EHPAD des jeunes marquises de 26 ans qui ne disent pas aux vieux « je t'emmerde ». D'abord, pardonnez-moi, mais elles sont là aussi pour les démerder. Et il y a là, dans ce geste, quelque chose qui est quand même une solidarité minimale. Mais surtout, il faudrait que la jeune fille se rende compte qu'elle est hors d'âge comme le vieux, parce que, par exemple, quand elle a des fourmis dans les jambes, la jambe ne répond plus. Alors la jambe va répondre à nouveau, mais en fait, elle a une propédeutique, enfin une initiation à ce qui lui arrivera peut-être un jour si elle a une hémiplégie. Elle ne retrouve pas les mots après une soirée très agitée. J'ai le mot sur le bout de la langue, je ne le retrouve pas. Elle va le retrouver parce qu'elle est jeune. Mais en même temps, là, il y a une initiation à ce qui lui arrivera peut-être si un jour elle ne trouve pas les mots. Donc, j'aimerais que... moi, je n'ai pas envie de donner un mot. Et j'aimerais que nous considérions que nous sommes tous hors d'âge. Anne, est-ce qu'il y a des mots qu'il faut mieux utiliser, des mots qu'il faut bannir quand on dirige des établissements comme ce que vous faites? Est-ce que c'est variable en fonction des personnes, des résidents? Alors, voyez-vous, l'échange, voilà, ce que vient de dire Madame Lepoutre sur les mots qu'elle vous a fait partager, nous avons eu cet échange toutes les deux sur la notion de printemps du grand âge qui l'a choquée. Après, par rapport à votre question, c'est accuser aussi, accuser le point de vue de l'autre, respecter le point de vue de l'autre, ne pas dire les choses. Alors, en établissement, c'est accepter en fait le droit de se dire les choses poliment. C'est aussi ce qui crée le dialogue, et c'est aussi le fait de reconnaître l'autre en tant que tel, en tant que personne. J'ai le droit de ne pas être content et je le manifeste, mais dites-le ouvertement, il n'y a aucun souci. Des mots à ne pas dire, oui, il y a des tas de mots en fait qu'on ne doit pas utiliser, enfin, ne pas être ordurier, oui, non, etc. Enfin, bien sûr. Est-ce qu'il y a des mots pour qualifier grand âge qui sont considérés comme plus péjoratifs dans... On parlait en fait de la notion de vieux. À un moment donné, je suis d'accord avec vous. Appelons un chat, parce que le terme de vieux, vieille, est beau, mais on en a fait un gros mot. Et à un moment donné, on est en établissement, enfin, on a ces échanges en équipe. Je ne vais pas dire on est fatigué en fait d'avoir à chercher le bon terme. Est-ce qu'on doit dire un vieux, un senior, le grand âge? Il est vieux. Un boomer. Voilà. Un boomer, oui. Alors, boomer n'est jamais utilisé. Ça, voilà, enfin, ça désigne plus rien du tout. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'étais devenue en fait plus vieille, puisque je reçois en fait des stagiaires qui, le jour où on m'a dit ah mais vous avez l'âge d'être ma maman. Bah oui. Oui, ça fait drôle quand même ce jour-là. Non, mais on se dit. Mais oui. Alors, je ne sais plus de qui non plus. On est toujours le vieux d'un autre, n'est-ce pas? Mais un vieux, une vieille. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire en établissement. Mais alors là, comme ça, si vous me demandez, en fait, je n'ai pas de liste. C'est en fonction du moment de l'échange que l'on a avec les gens. C'est à nous, en fonction de l'écoute qu'on va porter à l'autre, on va s'autoriser le droit de dire ou de ne pas dire. Oui, je me rends compte qu'il faut faire attention au second degré, qu'il faut y aller avec parcimonie. C'est un contexte, c'est un moment, c'est un échange. Ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, et ça dépend aussi de la façon dont on est ce jour-là pour réceptionner aussi l'échange. Anna, et vous, les mots, est-ce qu'il y a... Pardon, Perla, allez-y. Non, je veux dire, c'est vrai qu'on peut dire que de vieillir de nos jours, puisque cette longévité-là témoigne de ces 40 années de plus d'espérance de vie depuis Victor Hugo. Oui. 40, vous vous rendez compte? Énorme. Comment voulez-vous? C'est un univers totalement nouveau pour quiconque. Et le témoignage des grands médecins qui étaient là, avec cette humilité de vous, mesdames, tout le monde apprend en marchant. Tout le monde apprend cette nouvelle vieillesse. Alors on voudrait peut-être commencer par la nommer, mais commençons déjà par la sentir, commençons par voir comment on vit avec soi-même quand on vieillit comme ça. Évidemment qu'il y a des tas de choses que je ne peux plus faire,
Mais il y a des tas de choses que je découvre. Il n'y a pas que des pertes dans la vieillesse quand on a la chance de ne pas être malade. Et ça, c'est probablement aussi des choses dont il faudra parler. Alors, Anna, les mots. Je ne sais pas quels mots il faut employer ou non. Je constate simplement que souvent, quand il y a plusieurs mots pour décrire une même réalité et qu'on se questionne sur l'emploi de tel ou tel mot, ça traduit un malaise de la société et un malaise social. Et je pense que c'est le cas avec la question qu'on se pose aujourd'hui. Et alors justement, quand on a... Vous voulez rajouter quelque chose, Eric? Non, j'ai cru, pardon. Si Oh. Allez. Camus a dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Façon de suggérer que bien nommer les choses, ce soit ajouter au bonheur du monde. Bon, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme vous dites, il y a autant de vieillissement que de personnes. Et il est certaines personnes très âgées qui adorent qu'on les dise seniors et d'autres qui ne supportent pas ça. Faisons du sur-mesure, pas du prêt-à-porter. Mais surtout, évitons ce qu'on pourrait appeler l'euphémisation de la langue. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va dire personne en situation de handicap que, plutôt, si les mots changent, mais que les regards ne changent pas, alors l'euphémisation de la langue est une coquetterie insupportable. De même, si on dit ne m'appelez surtout pas vieux, mais dites-moi senior, mais que le regard ne change pas, alors l'euphémisation de la langue est toujours une coquetterie insupportable. Donc, faisons du prêt-à-porter, hein, et deuxièmement, justement, faire du prêt-à-porter, c'est se dire que c'est pas si important que ça. Essayons de ne pas blesser les gens, tout simplement. Bon. Mais c'est pas parce qu'on va édulcorer, euphémiser la langue qu'on aura forcément amélioré les choses. Non. Mais le regard, oui, on peut le changer. Oui, alors justement, parlons de regard avec Anna. On s'est évidemment parlé avant cette réunion et mon sentiment... Votre idée, c'était un peu cacher ces vieux que je ne saurais voir. C'est-à-dire que vous regrettez ce côté invisible dans la vie, sur les écrans. Ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure, je voudrais que vous m'en disiez un petit peu plus sur cette invisibilité. Oui, tout à fait. Alors moi, vous l'avez compris, je suis la caution jeune de cet échange. Je ne suis pas experte gentil des pour personnes nous, ça. âgées. Ça fait plaisir au vieil Eric. Non, mais simplement, je suis partie de mon expérience personnelle et je faisais le constat que les vieux, moi, je les connaissais pas, je les voyais pas, encore moins ceux qui étaient en EHPAD. Et que j'ai le sentiment que dans la société, on a vraiment une vieillesse qui, et là je reprends une citation de Canguilhem, qui est un état pathologique qui traduit la réduction des normes de vie tolérées par le vivant. Et donc en fait, c'est une réduction toujours, et que ça, conjugué à des rapports sociaux qui s'individualisent et à l'allongement de l'espérance de vie, moi, la vieillesse m'a toujours été présentée comme un problème. Un problème social, un problème démographique, un problème économique. Donc on a fait du vieux quelqu'un de vulnérable dont il faut s'occuper et qu'il faut prendre en charge. Et je pense que pour prendre correctement quelqu'un en charge, d'ailleurs je suis pas sûre que ça soit le meilleur mot, mais en tout cas pour l'accompagner et pour qu'il soit intégré dans la cité, le premier pas va être de changer le regard, et c'est l'objet de notre échange, mais donc de véhiculer une image qui n'est pas seulement négative, ou dans laquelle il y a aussi du positif. C'est pas évident dans le cas de la vieillesse, parce que on l'a dit tout à l'heure, ça nous renvoie à notre finitude, à nos angoisses. C'est associé, comme je le disais, à un problème. Dans le débat public, c'est toujours le mot défi qu'on pose. Défi du vieillissement démographique, de l'accompagnement, du grand âge, etc. Et donc ça semble en plus un petit peu insoluble comme question. On n'a jamais les réponses. C'est compliqué pour tout le monde. Et c'est Beauvoir qui dit que le vieux est autre, qu'il est toujours en dehors de la société. Et je trouve ça assez vrai dans le fait qu'on le voit pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit suppose des capacités d'adaptation qui sont assez importantes. Des changements sont très rapides sur le plan technologique, écologique. Or, je pense que quand on avance en âge, la faculté d'adaptation, c'est une des facultés qu'on va perdre assez rapidement, et on peut avoir une forme de réticence au changement. Donc, je pense que ça devient compliqué d'être vieux dans ce monde, et ça devient compliqué. C'est aussi compliqué d'être jeune dans ce monde, et on va avoir aussi tendance à opposer les jeunes et les vieux de manière manichéenne. Je pense pas que ça soit une bonne idée. On l'a beaucoup vu au moment du Covid.
où on a entendu qu'on sacrifiait les jeunes au profit des vieux. La question écologique remet aussi ça sur le devant de la scène. Le terme boomer en est aussi un bon exemple. Et moi, je pense que une des clés pour changer un petit peu la représentation de la vieillesse, en tout cas la remettre dans la société, ça peut justement être ce qu'on appelle de manière un peu... je sais pas. On entend beaucoup le terme intergénérationnel, mais enfin l'idée, ça serait juste pour moi de se servir du dialogue pour redonner une place à la personne âgée. Et je pense que les jeunes ont un rôle à jouer parce que je pense que les jeunes ont beaucoup à apprendre de la vieillesse et que les vieux peuvent leur transmettre quelque chose. Ça soit de la transmission de mémoire, de savoir. Ça peut être de la transmission liée aussi au partage de la valeur, du patrimoine. On voit aujourd'hui se développer des colocations intergénérationnelles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut favoriser. La question des richesses, la concentration, c'est une question importante. Et donc, il y a des personnes âgées qui en ont les moyens. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut servir. Concrètement, c'est tout ce qu'on entend quand on dit ouvrir l'EHPAD sur la cité. Alors, il y a la question des crèches qui se développent dans les EHPAD. C'est une bonne chose. Je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et je pense qu'il faut se servir de l'éducation nationale, qu'il y a des services qu'on peut mutualiser, que ce soit les cantines, qu'il y a des stages qui peuvent devenir obligatoires dans les établissements, que ça peut être valorisé dans les cursus comme une option au bac ou je ne sais quoi. Et qu'en fait, tout ça, donc le dialogue, ça permet d'une part la transmission, le partage des valeurs, et ça permet surtout à la personne donc de parler, d'avoir un interlocuteur qui pourrait être un jeune, qui lui, qui a du temps, qui a de l'énergie, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas évident d'écouter. Voilà, faut avoir la disponibilité pour le faire, et je pense que voilà, les jeunes peuvent apprendre de cet échange. Et que ça permet en fait de redonner un rôle dans la société à la personne âgée, ce qui est essentiel pour avoir une image qui est positive des vieux. Et moi, je pense qu'on a vraiment intérêt à ouvrir notamment les EHPAD pour confronter les jeunes à la grande dépendance, parce que je parle de ma propre expérience, c'est seulement quand on y est confronté qu'on voit qu'elle a la peine d'être vécue et que ça nous apprend et ça nous questionne beaucoup sur le plan émotionnel, éthique et affectif. Et aussi parce que ce sont les jeunes qui vont avoir à répondre aux défis du vieillissement et qui seront les artisans des politiques de demain. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur 3 points qui ont été développés. D'abord, les progrès technologiques. Est-ce que ça isole vraiment les personnes âgées ? Moi, je connais des personnes âgées qui utilisent très bien Internet, mais c'est peut-être pas fréquent. Anne, pour commencer, progrès techniques et avancée en âge, c'est compliqué ? Alors, il y a des adultes parmi nous qui maîtrisent plus ou moins les nouvelles technologies. Il y a ceux qui maîtrisent plus ou moins. Il y a ceux qui ont plus ou moins envie de les maîtriser parce que ça les gonfle. Parlons clairement. Et puis, il y a aussi des gens âgés, très âgés, qui, une fois que leur famille leur a montré en fait comment fonctionne une tablette, un Android ou l'iPhone, je peux vous confirmer que les gens se débrouillent très bien. Ce n'est pas la majorité des résidents. Alors, sur la partie résidence autonomie, c'est peut-être pas une majorité, mais il y en a. Et puis, il y a aussi en fait que les établissements qui sont à la disposition aussi à la disposition et à l'écoute des personnes accueillies, où nous-mêmes en fait nous développons des nouvelles technologies. On parle maintenant d'EHPAD 2.0, mais parce que il y a des adaptabilités que nous pouvons en fait déployer pour le bien-être en fait, pour bien-être. Activité, amusement, créativité. Il y a des tas de choses qui se font. Après, c'est aussi à nous de trier pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Mais il y a un paquet de personnes quand même qui utilisent des tablettes. Éric, sur les progrès technologiques, est-ce que c'est un frein pour la vie des personnes dans la société ? C'est vrai que le progrès technique s'accélère, enfin, nous sommes un monde qui s'accélère. Et je dirais que l'homme d'aujourd'hui est sommé
de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. À peine a-t-on compris le fonctionnement d'une nouvelle technique qu'elle est remplacée par une autre. L'homme d'aujourd'hui est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. L'animal qui symbolise l'adaptabilité, c'est le caméléon. Or, je ne sais plus qui a dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. C'est vrai. Mais je dirais que l'homme d'aujourd'hui, c'est pire. Nous sommes des caméléons qu'on met non pas sur des patchworks, mais sur des kaléidoscopes. Et alors là, on peut devenir complètement fou et avoir envie de se retirer de ce monde. Parce que le patchwork, il y a plusieurs couleurs, mais au moins, elle ne change pas de place. Alors que le kaléidoscope, elle change de place. L'écossais, c'est pire. Ah bon, alors là. Et alors, en effet, on court après. Nous sommes nombreux à avoir ce que j'appellerais un point aux côtés de l'âme. Le monde s'accélère, on essaie de suivre, et puis on a un point de côté. Et alors à ce moment-là, on peut être tenté de temps en temps de laisser tomber et d'aller sur le bord du chemin et de se retirer. Alors c'est là que l'intergénérationnalité, même si vous n'avez pas employé le terme, il sourd de notre échange, c'est là que l'intergénérationnalité est une chose fondamentale. Il n'y a rien de plus beau qu'un vieux jazzman qui apprend un chorus à un jeune jazzman. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un petit garçon qui apprend à son grand-père à se servir de quelque chose. Oui. Voilà pourquoi, pour éviter que certains et certaines ne soient tentés, parce qu'ils ont un point aux côtés de l'âme qui n'arrive plus à s'adapter, de se retirer de ce monde, voilà pourquoi l'intergénérationnalité est ce sur quoi il faut miser, je pense. On y reviendra. Moi, je voudrais connaître la geek qui sommeille en vous. Là La geek qui sommeille en vous. Alors, je ne suis pas geek du tout. Alors, je m'y suis mise finalement assez tard. Je sais pas, il y a peut-être quand même maintenant une bonne vingtaine d'années. Mais je n'ai pas la curiosité de ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai appris à envoyer des mails, j'ai une collaboratrice magnifique qui doit être quelque part dans la salle, je l'appelle à peu près toutes les 3 minutes. Mais alors, à part envoyer des mails, des textos et mettre une pièce jointe, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Alors, je crois qu'on pourrait se contenter de ça, mais c'est vrai que le fait qu'on puisse demander à des gens plus doués, et moi, à mes petits-enfants aussi, assez souvent, ce que j'aime dans cette nouvelle intergénérationnalité, moi qui ai connu l'ancienne, puisque comme je vous l'ai rappelé, j'ai vécu dans une autre culture avec des vieux chez moi, et ce qui est formidable, c'est que maintenant la transmission se fait dans les deux sens. Et ça m'apparaît, à moi, vieille dame, quelque chose de magique, totalement nouveau, et qui tricote véritablement du lien, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand on vieillit, c'est de ça qu'on meurt, c'est de n'avoir plus de lien, et de ne se sentir plus utile. Eh bien, ça tricote du lien à longueur de temps, et avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de joie. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie là-dedans. Et donc, mélangeons ces générations. Vraiment, mélangeons-les. Et aussi d'une autre manière que j'évoquerai tout à l'heure. Enfin, quand vous voulez. Dans vos établissements, vous mélangez, vous faites tout pour faire venir des gens, des jeunes, des familles. Alors, j'entends intergénérationnalité. Nous, on va utiliser le terme de plurigénérationnalité. Quelle différence faites-vous ? De fédérer autour d'un projet commun. D'accord. À toutes les générations. Les générations dans l'établissement que je pilote, c'est... Dites-vous que la fille que vous avez à 72, 74 ans vient pour voir son père, et que généralement, nous avons de plus en plus fréquemment, en fait, une voire 2 générations qui arrivent avec madame. Le plurigénérationnel. Je sais que... Alors, Anna, je reprends tes termes, tu découvres. La plurigénérationnalité, on en parle en fait déjà depuis 15 ans. C'est, on peut dire, les pouvoirs publics se sont empreints de ça, de vouloir mélanger, j'utilise volontairement ce terme, mélanger les gens âgés et les plus jeunes. Néanmoins, s'il n'y a pas un projet fédérateur qui réunit les gens, comment peut-on correctement communiquer ? Comment peut-on donner envie à des gens âgés en fait, de rencontrer
ces titous-là qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que les gens âgés, on peut se poser la question, est-ce que des gens âgés qui ont perdu déjà des petits-enfants, je vois en fait le cas beaucoup plus fréquemment qu'on ne se l'imagine, est-ce que ces gens-là en fait, ont encore envie d'être au contact de plus jeunes pour raviver en fait des souvenirs pénibles? Bon, ça aussi, on essaye en fait de tricoter. Des projets créatifs. La création peut s'entendre autour de la poésie, en 2.0 autour de vidéos, autour de photos, mais peuvent être aussi autour de plantations toutes simples. Pourquoi pas faire des bacs et réapprendre en fait à planter des géraniums ensemble aussi. Et puis aussi, bêtement, prendre un goûter ensemble. Voilà, des choses simples. Perla, je t'ai interrompu. Oui. Manger ensemble. Manger. C'est Cuisinière qui parle. Oui, oui. Je ne l'ai pas suffisamment évoqué, mais oui, ça arrive plus qu'on ne se l'imagine. Oui. Fondamental de partager de la nourriture. Une formule d'un grand philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Coff, dont je suis très jaloux. Oui. Il a dit un jour « Le pain appelle le copain ». Oui. Ça veut dire que le meilleur pain du monde, Évidemment. si vous le mangez tout seul, il perd de tout son goût. Ouais. Le pain appelle le copain. C'est du coffre, c'est du lourd. Ah, c'est tellement formidable. J'ignorais cette. Mais je la resservirai. Hein, merci. Je vous citerai, Eric. Mais vous nous ferez goûter votre cuisine. Je vous promets. Avec plaisir. Là, il est en train. Je n'aime que ça. Faire à manger. Et non seulement faire à manger et nourrir, mais servir à table. J'ai vu toute ma vie ma grand-mère, ma mère, ma sœur servir. Et je trouve que c'est à la fois l'aboutissement du geste culinaire et c'est le début du partage, c'est-à-dire du moment où se crée le lien. Donc, pour moi, c'est un continuum de faire, de nourrir et de servir. Et ça, je voudrais vraiment le partager. Ça, c'est une très très bonne idée. On vient dîner quand? Allez, moi, c'est table ouverte chez moi. C'est table ouverte. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Je voulais ajouter pour ce changement de regard et de perception entre les générations, et puis là, effectivement, entre les jeunes et les vieux. Souvenez-vous, le film Les Intouchables, magnifique. On sait combien ce film a changé le regard sur le handicap. Ça ne veut pas dire que beaucoup de choses ont été faites pour améliorer la vie et la circulation de ces personnes. Ça commence quand même petit à petit, mais très insuffisamment. Mais changer le regard sur le handicap, les Intouchables ont fait un travail qui a fait gagner un demi-siècle. Il y aurait certainement à aller taper à la porte peut-être de Toledano et Nakache, peut-être d'autres, peut-être de Maïwen, peut-être... En tout cas, je vois des jeunes, ce seraient des jeunes qui pourraient mettre en scène des personnages de vieux qui cassent cette image de ghetto et de peur de vieillir, où on finirait presque par avoir envie de vieillir. Et pourquoi pas de cette façon-là? Ça me paraît être quelque chose de fondamental. On est dans une société de l'image, on est dans une société du divertissement. Je ne dis pas que ce soit celle que je préfère, mais c'est de fait, il est là. Et tous ces langages devraient vraiment s'y mettre autour de ce sujet. La BD, ce serait formidable d'inventer un personnage de grand-mère. Enfin, il y en a déjà, hein, mais ne serait-ce que dans Riyad Satouf, et dans d'autres. Mais il y a quelque chose peut-être à nourrir davantage de cette façon-là. Et puisqu'en ce moment, on est dans les séries, peut-être commencer par mettre une série en marche. Alors, avant de finir justement sur ces idées, ces projets qui pourraient faire changer les choses, le savoir, l'éthique et le grand âge, je voudrais revenir sur un sujet qui a un petit peu fâché, que vous avez évoqué, ça a été l'histoire de la Covid. Ça a vraiment beaucoup changé le regard. Est-ce qu'il y a un regard plus culpabilisant? Comment ça s'est passé dans vos établissements?
Ça a été une période difficile, compliquée pour tout le monde, pour les résidents, pour les familles, pour les équipes, enfin, à tous les niveaux. Mais la période a été extrêmement déstabilisante, compliquée, enfermante, pour nous aussi. On a fait, nous, ce qu'on appelait du confinement modéré. À l'intérieur en fait de l'établissement. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qui nous est tombé dessus? Non. Mais voilà. Après, la période a été compliquée. Les relations sont devenues beaucoup plus compliquées, beaucoup plus tendues, voire violentes, avec les personnes extérieures. Là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et interdire les visites, ça vous est apparu comme Alors, merci. nécessaire ou... C'est qu'à un moment donné, en fait, on s'est retrouvé face à une injonction extrêmement difficile, protéger ou faire mourir, ou laisser mourir. On nous aurait reproché en fait d'avoir laissé mourir le proche de la personne. Et puis, protéger, c'était contraindre et empêcher les visites. À cette question, lorsqu'on en reparle parfois en équipe, on est toujours en fait sur le fil du rasoir à se dire c'était quoi en fait la bonne solution. Les cas que les uns et les autres ont pu avoir, nous pour le coup, c'était hôpital, retour, bim. Mais est-ce que ça a laissé encore des traces sur la façon dont on regarde aujourd'hui les personnes âgées? C'est ce qu'avait l'air de dire Anna tout à l'heure. Sur la façon de regarder les personnes âgées. Qui étaient responsables de l'enfermement des jeunes, globalement. Alors, de notre côté, non. Donc j'ai parlé en fait de confinement modéré. On a au demeurant... L'ensemble des équipes ont fait aussi tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer aussi d'améliorer le quotidien des personnes. On n'a pas toujours pu répondre à la demande des uns et des autres. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que, en fait, déjà, est-ce que les résidents qui nous entourent, qui vous entourent, vous ont tenu en fait grief de ce qui s'est passé? Non, parce qu'on l'a vécu. Non, parce qu'on l'a vécu avec eux. Oui. Nous aussi, on était là avec eux. Et puis, je pense que les résidents, en tout cas, sont passés à autre chose. Les familles ont peut-être, certaines familles sont peut-être encore sur le qui-vive. 2022, alors 2020, 2021, vaccin. 2022, tension. 2022 a été l'année des tensions verbales, mais en établissement, mais pas que. Lorsqu'on prend en fait la peine de discuter avec des gens qui sont dans un milieu tout autre que médico-social, sanitaire, c'est comme si on avait soulevé un couvercle où les gens en fait se permettaient maintenant des choses qui ne se seraient pas permis avant cette crise. Mais en tout cas, en établissement, je dirais que la mer est calme. Les capitaines sont prudents, mais la mer est calme. Cette colère des jeunes qui a eu au pire moment de la crise, elle a complètement disparu ou elle a laissé des traces chez vous, à votre avis? Oui, alors je peux que donner mon sentiment parce que je ne suis pas du tout porte-parole des jeunes et je pense qu'il y a plein de différences aussi au sein des jeunes. Moi, je pense qu'il y a un mouvement de fond. Donc, il y a eu la question du Covid et d'une jeunesse qui s'est sentie délaissée pour des raisons tout à fait légitimes. Je pense que ce n'est pas le problème. Et que vient s'ajouter, en plus de ça, toutes les questions écologiques et des questions liées à une peur en fait, de l'avenir et à, je pense, un défaut de prise en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat public, on va entendre, alors de manière très négative, parler des EHPAD, parler des retraites, etc. On entend assez peu ce qui est fait pour les jeunes et je pense qu'il y a vraiment le risque d'une amertume qui monte et du coup d'une opposition qui va se créer entre soit on prend en charge les jeunes, soit on prend en charge les vieux, ce qui à mon avis n'est pas bon du tout. Et ce qu'on disait tout à l'heure et ce que je voulais dire aussi, c'est
On parlait de la transmission et des jeunes qui, dans un monde qui change très rapidement et beaucoup, peuvent transmettre aux vieux. Et je trouve ça très intéressant. Mais c'est pas forcément la façon dont on le voit, parce que la première fois qu'on a théorisé en fait cette idée de conflit de génération, c'est une anthropologue américaine, Margaret Mead, et qui disait qu'on était passé dans une société où justement c'était les jeunes qui montraient la voie aux vieux, et puis les vieux qui montraient la voie aux jeunes, et que c'est ça qui faisait qu'il y avait des rapports entre générations qui étaient devenus irréconciliables. Et c'est dans cette configuration-là, je pense, dans laquelle on est encore plus aujourd'hui que dans les années 70, à mon sens. Comment est-ce qu'on fait pour que des deux côtés, en fait, il faut aussi que les personnes plus âgées acceptent que les jeunes puissent montrer la voie, que leur voix soit entendue et qu'ils puissent transmettre quelque chose, tout comme il faut garder une filiation et que les vieux ont une utilité sociale et qu'ils ont quelque chose à transmettre à la jeunesse. Mais cet échange dans les deux sens, c'est l'avenir, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui se passe. Forcément pour conseiller, c'est pas forcément pour conseiller, c'est pour apprendre à vivre ensemble. C'est un partage de savoir. Ça, c'est très éthique, pour reprendre notre titre du jour. Évidemment. Et puis c'est dans la nature des choses. En entendant ça, je me dis, les gens, mais jeunes et vieux, est-ce qu'on n'aurait pas aussi perdu notre place? Et les adultes du entre-deux, cette crise a énormément perturbé, encore un vérité de la palisse, a perturbé en fait les jeunes, les vieux, nous, enfin tout. Et où est maintenant en fait notre place à chacun pour pouvoir en fait, le bien vivre ensemble. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place et des échanges pour tout le monde. Eric. Dans 20 ans, tout va basculer. C'est-à-dire qu'il y aura plus de vieux que de jeunes. Donc ça sera pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va assister à ce basculement. Si on ne s'y prépare pas et on a déjà à peu près 50 ans de retard, on fait quoi? On va faire comment? On est déjà aujourd'hui, avec la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans par rapport aux jeunes de 20 ans, on est déjà dans un déséquilibre on le voit bien, qu'on ne sait pas gérer. Et de surcroît, on ne parle en fait que de nous, petits pays, France, sachant que la structure féodale en fait dont vous parliez, même le Maroc en fait se réveille en prenant conscience qu'ils ont aussi une population qui vieillit et leur structure familiale qui a elle-même explosé, avec des vieux qui ne savent plus en fait. Oui, mais il y a enfin, si je puis dire, le fait que le Maroc, par exemple, ne soit pas au même niveau, si je puis dire, de déséquilibre qu'un pays comme la France ou peu importe, un pays européen, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent à la campagne et que ces gens-là font encore beaucoup d'enfants. C'est en ville qu'on n'en fait plus. Donc, il y a encore ce décalage-là qui les dessert sur bien des points et qui, sur ce plan-là, n'a pas encore fait faire la bascule. Mais ça va venir, évidemment. Madame Lepoutre, vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a raconté, là? Il y a des choses intéressantes. Je trouve également, de votre avis, qu'il y a de l'amertume chez les jeunes depuis le Covid. Je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites que nous sommes souvent les mal aimés. Et d'un autre côté, quand on parle entre nous, les personnes âgées, on nous dit, les papis, on se traite plutôt de papi, on parle plutôt de papi, mamie. Et moi, je trouve qu'un vieux, ça va, mais que les vieux, ça sonne mal. C'est un peu péjoratif, les vieux. J'aime mieux les aînés. Là, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Dire comme Eric, c'est sur mesure. Merci beaucoup. On va demander à Eric de conclure, le philosophe qui va monter le sujet vers des cieux. Non, j'espère que ma conclusion ne sera pas du niveau des chansons d'Enrico Macias. Je veux dire, on a tous besoin d'amour. Mais bon sang, oui, c'est tout de même très vrai. Je veux dire par là que je prendrais vieillir, c'est... Alors, on se voit...
Si on a la chance, comme disait Perla, de ne pas être malade, de ne pas avoir mal, bon, vieillir n'est pas si grave. Mais en même temps, ce sont les autres qui nous apprennent qu'on a vieilli. On a besoin d'un miroir flatteur. Et vous savez, Cocteau avait dit les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Malheureusement, les miroirs ne réfléchissent pas avant de nous renvoyer notre image et parfois ils nous font du mal. Mais le miroir qui peut nous faire du bien, en effet, c'est le regard de celui ou de celle qui continue à nous aimer. Deux exemples de personnes qui ont vieilli, mais parce qu'elles ont été aimées jusqu'au bout, n'ont pas trouvé ça si grave. C'est Madeleine Renaud et c'est Poupchen. Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, vous savez, c'était un couple de comédiens. Bon, ils ont dirigé plein de théâtres et à la fin de leur vie, ils n'ont plus de théâtre. Et je me souviens de la dernière interview de Jean-Louis Barrault. Alors, ils se retrouvent dans un petit appartement à Paris. Ils s'ennuient beaucoup parce qu'on les a privés de ce qui faisait leur plaisir de vie, enfin, diriger un théâtre. Et on interroge Jean-Louis Barrault, mais alors qu'est-ce que vous faites maintenant ? Pas grand-chose. Madeleine regarde beaucoup la télé. Et vous, Jean-Louis ? Moi, je regarde Madeleine. Et puis, donc, j'aimerais que jusqu'au bout, nous soyons regardés comme Madeleine Renaud par Jean-Louis Barrault, ou comme Poupchen par Brassens. Vous savez que Brassens a eu une petite amie pendant des années et des années qu'il appelait Poupchen. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils se retrouvaient 3 fois par semaine. Et Brassens disait 10 minutes avant qu'elle n'arrive, je suis toujours un peu ému. Et alors, il a composé une chanson sur le vieillissement. C'est Saturne. Saturne, c'est le dieu du temps. Hein. Il est morne, il est taciturne. Il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Bousculer les roses, c'est abîmer le corps féminin, parce que le corps féminin a 3 roses. Et bon. Cette année, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu, hein, le jeu du temps qui abîme tout. Cette année, c'est toi, ma belle, c'est Brassens qui s'adresse à Poupchen. Cette année, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est le premier cheveu blanc, la gabelle, c'est l'impôt sur le... Et il ajoute, c'est pas vilain, les fleurs d'automne. Et bien des poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens, toi, viens, ma favorite. Descendons encore au jardin. Je connais par cœur toutes tes grâces. Il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier pour me les faire oublier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. C'est Brassens qui doit regarder une jeune fille qu'il désire. Et puis tout d'un coup, il regarde Poupchen. J'aimerais être regardé jusqu'au bout, comme Madeleine par Jean-Louis et comme Poupchen par Brassens. Bref, l'amour, c'est important. La conclusion est philosophiquement un peu médiocre. Alors, la vieille est jalouse de la mémoire du jeune. Vous restez avec moi. On lance un petit jingle, ce qui nous permet d'accueillir Dominique. Alors Dominique, c'est évidemment Dominique Monnereau, tout le monde l'avait reconnu. Donc vous avez été le DG de Partager Vie jusqu'en avril. Vous êtes aujourd'hui délégué aux relations institutionnelles, rattaché au président du conseil d'administration de cette fondation. Qu'avez-vous appris pendant 6 ans en tant que directeur général ? Merci Anne. Écoutez, je suis très heureux évidemment de on entend. Retrouver Partager Vie. Je pense que ça va se débloquer. Oui, voilà, c'est bon. Merci la régie. Je viens ici effectivement en tant que retraité actif et qui fait du cumul emploi-retraite, et je suis très heureux de pouvoir continuer à œuvrer pour Partager Vie et pour notre secteur sur toutes ces fonctions institutionnelles. Mais effectivement, en tant que retraité qui a eu déjà le temps depuis un mois de prendre un peu de recul sur son expérience, moins soumis à l'inquiétude des jours après jour, hein, qu'on partage toutes et tous, en particulier avec les directeurs d'établissement. Et effectivement, j'ai pris un petit peu le temps de réfléchir, à me dire, bon, au fond, qu'est-ce que j'ai appris ? Alors,
ce sera peut-être un peu moins structuré que mes propos tenus en tant que directeur général. La première chose que j'ai apprise, et elle me paraît absolument fondamentale, mais vous l'avez toutes et tous dit à travers différents points de vue, c'est que nous avons affaire dans nos métiers, principalement celui de l'accompagnement des personnes âgées, mais c'est vrai aussi pour le métier d'accompagnement des personnes adultes handicapées que nous pratiquons aussi. Nous avons justement affaire à des adultes. Et je crois que ce point-là est absolument fondamental. Je dirais qu'il mérite vraiment qu'on y réfléchisse de façon approfondie, qu'on ait conscience que toutes les personnes qui interviennent avec nous, bien sûr nos professionnels, mais aussi les familles, mais aussi les résidents ou nos patients eux-mêmes, aient conscience qu'ils sont des adultes et que cette connaissance-là, elle est fondamentale pour comprendre le sens de ce que nous faisons. Parce que à partir du moment où on dit que ce sont des adultes, quelqu'un m'en a parlé un jour en parlant de la méthode Montessori, dont vous savez qu'elle nous est chère et qu'on cherche à la développer. Il m'a dit oui, c'est effectivement intéressant votre approche de la méthode Montessori, sauf qu'il y a deux approches très différentes. Dans le cas des enfants, c'est des enfants à qui on apprend l'autonomie, à qui on va emmener sur le chemin de l'autonomie, alors que pour les personnes âgées, c'est une question de conservation de leur autonomie. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, le sens de la méthode Montessori, c'est pas « aide-moi à devenir un adulte », c'est « aide-moi à rester un adulte ». Et je trouve que, du coup, cette connaissance fondamentale qui revient à expliquer à tout le monde pourquoi on ne doit pas infantiliser nos vieux, hein, je déteste ce « nos », je partage ça avec Catherine, non, ce ne sont pas nos vieux, ce sont des adultes, ce sont des anciens. J'aime bien la préférence de notre résidente pour ce terme d'ancien ou d'aîné. Ce sont des adultes comme vous et moi, et d'ailleurs dès qu'on va gratter un peu dans leur désir, dans leur façon d'être, le film à Jacques Bonvoisin le montrait de façon humoristique, eh bien ils ont des besoins, des désirs, des envies qui sont des envies d'adultes. Donc ça c'est le premier point fondamental, et je me permets d'insister là-dessus parce que évidemment ce sont des adultes qui souffrent d'une perte d'autonomie. Et quand la perte d'autonomie, en plus, elle est sur le plan cognitif, c'est encore plus compliqué de les accompagner en tant que tels. Mais c'est bien ça qu'il faut se dire. Je suis là pour accompagner quelqu'un qui doit rester autant que possible adulte jusqu'au bout de sa vie. Premier enseignement fondamental. Après, deuxième chose que j'ai appris, c'est, pardonnez-moi, qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Je suis revenu, puisque j'avais passé 6 mois à la Fondation en 2011, en ayant déjà appris quelques petites choses. Je suis revenu, mais en ayant une connaissance de ce métier qui était encore très parcellaire ou intuitive. Et j'ai découvert le nombre de choses qu'il fallait savoir pour bien faire ce métier. Il faut bien sûr une connaissance approfondie de tout ce que j'appellerais les savoirs somatiques, hein, la connaissance des pathologies, de ce que représente le vieillissement, et ce savoir somatique, il est évidemment important, il est la base de notre travail. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui souffrent d'un certain nombre d'affections et qui ne peuvent profiter de la vie que si on les soigne, au moins de façon palliative, sur la connaissance de leur pathologie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a d'ailleurs encore des progrès à faire pour bien comprendre les différentes pathologies auxquelles nous sommes confrontés et comment accompagner au mieux les personnes. Ce sont bien sûr tous les savoirs qu'on peut mettre sous le terme de psychologique ou de psychiatrique. Là encore, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et peut-être que j'ai appris au fur et à mesure de l'exercice au sein de Partage et Vie.
c'est à quel point, bien sûr, on a un métier très matériel, qui commence par la toilette, qui commence par les besoins fondamentaux qui sont de se nourrir, de se laver, de s'habiller, ensuite d'être dans la meilleure santé possible sur le plan physiologique. Mais on s'aperçoit très vite que dans notre métier, quand on a fait ça, on n'a fait que la propédeutique, un petit peu. Et qu'après, il y a tout l'accompagnement de vie qui, lui, est absolument essentiel et qui suppose, du coup, une bonne intégration de ce que, peut-être, enfin, que je définis pour moi, comme l'espèce de période de tempête psychologique que représente cette fin de vie. C'est un moment où il y a plein de précipités. Enfin, la moindre visite dans un établissement, vous ne pouvez pas faire quelques mètres sans que quelqu'un vienne vous parler de ses histoires de famille ou des choses comme ça. Donc, on voit bien que c'est absolument fondamental et que si on n'a pas profondément ces connaissances psychologiques pour accompagner les personnes, on va manquer quelque chose. Et c'est pareil pour les compétences psychiatriques. Je dis ça, je me hausse très largement au-dessus de ma condition, parce que je ne suis évidemment pas professeur de médecine, ni même docteur en médecine, mais il est évident que, entre autres, avec les personnes que nous accompagnons et qui ont des troubles cognitifs, le fait d'avoir des connaissances sur la façon de les accompagner a à voir avec ce que sont les compétences qui sont développées en matière de psychiatrie. Et quand vous regardez, y compris des questions qui se posent sur la liberté d'aller et de venir, par exemple, dans nos établissements, c'est des questions qui, au fond, sont assez proches des questions qui se posent dans les institutions psychiatriques. Donc ça, c'est le deuxième grande catégorie de savoir qu'il faut maîtriser. Et puis, il y a des compétences, des savoirs qui sont de l'ordre du savoir-être, mais qui s'apprennent aussi, et sur lesquels il faut, là aussi, tous bien les maîtriser, que ce soit, on en a parlé, des capacités de communication, de la maîtrise de quand est-ce qu'on utilise ou pas à bon escient le second degré. J'ai entendu le reproche que j'ai pris personnellement, puisque j'étais l'auteur de la formule « Les printemps du grand âge ». Et bien, effectivement, c'était du second degré, c'est vrai. Et Anne, quand Anne dit il faut faire attention au second degré, ben oui, je le prends pour moi. Et voilà, ça montre qu'il faut faire attention sur la communication. Donc la communication, l'empathie, on parle de méthode Montessori, tout ce qui est accompagnement à la prise d'autonomie, l'écoute, voilà, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont des savoirs qui doivent être partagés. Et je citais tous ces savoirs parce que ce qui me paraît passionnant dans notre métier, c'est que ces savoirs ne sont pas des savoirs de spécialistes. On ne peut pas avoir le spécialiste de la médecine, puis à côté le spécialiste de la psychologie, puis à côté le spécialiste, et ainsi de suite. La réalité, c'est qu'au quotidien, évidemment avec des responsabilités qui sont diverses selon les postes que vous occupez au sein de l'établissement, mais au quotidien, tout le monde pratique l'ensemble de ces soins. Et tout le monde doit utiliser d'une façon ou d'une autre ces différents savoirs. Et donc, un des challenges qu'on a, nous, c'est déjà pour nos collaboratrices et collaborateurs, quel que soit leur niveau d'intervention, qu'est-ce qu'on doit leur donner comme connaissance sur ces différents savoirs, parce que c'est en partageant ces connaissances qu'ils pourront bien faire leur travail. Et ça, je crois que c'est un vrai travail encore une fois, d'accessibilité du savoir, de vulgarisation au bon sens du terme, au sens de la vulgate, qui était, si je ne me trompe, la traduction de la Bible, pour qu'elle soit accessible. Eh bien, ce sujet-là, il est absolument fondamental. Et je vais même plus loin. On parlait de savoir à partager, c'est un savoir à partager avec les professionnels, c'est aussi un savoir à partager avec les familles. C'est aujourd'hui une grande part des difficultés qu'on rencontre dans la relation avec les familles sont justement des différences d'appréciation et de projection sur ce qu'est le métier de l'EHPAD, ce qu'est le vieillissement, ce que sont même les personnes. Parce que, évidemment, sur mon premier message qui est « Rappelez-vous que les personnes âgées sont des adultes jusqu'au bout de la vie », les premiers destinataires de ce message, ce sont les enfants. Les enfants qui croient, avec la meilleure foi du monde, qu'ils sont de nouveau, ils sont responsables de leurs parents comme leurs parents étaient responsables d'eux. Mais non, fondamentalement, c'est une erreur. C'est une erreur juridique, c'est une erreur psychologique, c'est une erreur de soins. Enfin voilà, on pourrait passer des heures à expliquer pourquoi c'est une erreur, alors que ça paraît tomber sous le sens.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire partager ce savoir à tous. Je voulais revenir sur un autre point, qui est le fait que, concernant nos professionnels, tous ces savoirs sont des savoirs qui peuvent s'acquérir en formation initiale, mais ce n'est pas forcément l'essentiel, et qui peuvent surtout s'acquérir tout au long de la vie et au long de la pratique professionnelle. Et parce que c'est la bonne façon d'acquérir ce genre de savoir. Et en particulier quand on parle de nos collaboratrices et collaborateurs les moins qualifiés, qu'on a parfois du mal à trouver et à trouver avec les diplômes correspondants, c'est évidemment la voie sur laquelle on doit s'engager. Mais il y a un point, on en parlait avec quelques directeurs d'établissement il y a quelques temps, il y a un point qui est que quand même, pour faire ce métier, c'est plutôt mieux d'avoir le don. Si on n'a pas le don, c'est difficile de faire ce métier. Et ce qu'on constate, c'est que les gens qui restent, les gens qui se plaisent dans ce métier, c'est les gens qui ont le don. Voilà. Et donc il faut qu'on travaille avec ces deux domaines. Et puisque je partage, et vous n'en avez pas fini, avec Éric Fiat, le goût de citer Georges Brassens, n'est-ce pas ? Le chanter, c'est pas mal aussi. Je peux on pourra peut-être s'y risquer tout à l'heure, mais ça va vous emmener assez loin. Bon. Là, je ne le chante pas, mais sans travail, un don n'est rien qu'une salmanie, n'est-ce pas, Éric ? Et autre façon de le dire aussi sur ce don, mais c'est aussi le sens de notre démarche éthique, c'est que, comme disait Rabelais, je trouve qu'entre Rabelais et Brassens, on est pas mal, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pardon, hein, c'est une évidence, c'est un truisme, mais je crois que là, en l'occurrence, ça s'applique très bien à notre métier. Voilà, je suis évidemment plus long que je ne pensais. Juste pour terminer, avant de faire un petit signe de complicité à Perla, permettez-moi de vous appeler par votre prénom, même si on ne s'est pas encore rencontrés, et à Eric, parce qu'avec les trois Anne ou Anna, j'ai déjà une certaine complicité. Avant de ces signes de complicité, peut-être un mot d'un autre aspect de la connaissance qui me paraît important et que on a évoqué avec Yves Agide il y a quelque temps, lorsque, pour préparer entre autres ces estivales, on rencontrait des personnes qui faisaient la formation de base qu'assure Dana dans son institut de formation, qui est la formation destinée à nos agents de soins, c'est-à-dire des personnes qui sont recrutées pour faire du soin, mais sans avoir aucun diplôme dans nos établissements. Je vous épargne l'acronyme de la formation d'Anna que je mets au défi quiconque de me dérouler ici. Et donc ces personnes, on a eu un échange avec elles et c'était très intéressant pour deux choses. La première, c'est qu'il y avait des savoirs de base qu'elles ne maîtrisaient pas, qui étaient les savoirs de l'expression orale et écrite. Et donc le dialogue était compliqué parce qu'on sentait bien qu'elles avaient des choses à nous dire sur la question de qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez appris, de quoi avez-vous besoin comme savoir, etc. Mais elles n'arrivaient pas à l'exprimer. Donc on a passé 2 heures à extirper un petit peu au fur et à mesure leurs paroles, même s'il y a des moments où ça s'est libéré et où c'est devenu tout à fait passionnant. Et puis à la fin de la discussion avec ces personnes, on débriefait lors d'un petit pot et on en parle avec Yves Agide. Et Yves me dit, ah oui, c'est formidable, ces personnes, elles sont vraiment très intelligentes. Et j'ai renchéri en disant, oui, je crois que vous avez raison, Yves, elles ont l'intelligence du cœur. Et je voulais insister sur ces deux termes, c'est-à-dire que c'est une question de cœur, c'est une question de, dans les savoirs, savoir laisser la place à ses émotions, savoir laisser la place à tout ce qu'il y a de très affectif. Il ne faut pas se raconter d'histoire dans ce métier. Mais savoir aussi, à un moment donné, avoir une lecture sur les émotions qu'on ressent et donc avoir ce que j'appelle cette intelligence du cœur. Et je crois que si on arrive à faire que nos collaboratrices et collaborateurs en particulier partagent cette intelligence du cœur, je crois qu'on fait un travail qui va bien dans le sens de ce qu'on cherche à faire en matière d'éthique. Voilà. Pour finir, je suis presque dans les temps. Mais du coup, je vais nous mettre en l'air.
Je voulais juste dire à Perla et mettre au défi l'Assemblée des directrices et directeurs qui sont parmi nous, que j'ai anticipé ces désirs et que dans mes fonctions de relations institutionnelles, je suis en train de travailler à l'idée de faire une série télé sur les personnes âgées. Voilà, bien sûr. C'est une chose de le faire et de non, mais avec qui on le fait. non. Bien sûr. Je vous fais confiance. Et nous en reparlerons. Très bien, volontiers. mais effectivement, avec la conviction que si on veut changer le regard, passer par le biais de la fiction aujourd'hui est absolument indispensable, et en particulier pour ce qui concerne nos collaborateurs. On aura l'occasion d'en reparler. Alors désolé Catherine, on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler entre nous, mais il faut qu'on se lance dans un petit travail qui va être un travail de collecte d'anecdotes, comme toutes celles qu'on avait eues là, à propos de Jacques Bonvoisin, sur Tout partager vie, pour qu'on constitue un peu de matériau pour les nombreux épisodes que devrait compter cette série. Voilà. Et puis, le deuxième signe de complicité, donc je savais, pour avoir discuté avec Éric à quelques occasions, avoir assisté à ces conférences, que nous partagions notre goût pour ce grand philosophe de la vie qu'est Brassens. Je ne vais pas me risquer à le chanter, mais moi j'ai appris chez Brassens le sens de notre métier dans une magnifique chanson qui s'appelle L'Ancêtre. Notre voisin l'ancêtre était un fier galant qui n'emmerdait personne avec sa barbe blanche, et quand le bruit courut que les jours étaient comptés, on s'en fut à l'hospice afin de l'assister. On avait emporté les guitares avec nous, car devant la musique, il tombait à genoux, excepté cependant les marches militaires, qu'il écoutait en se tapant les culs par terre. Émule de Django, disciple de Crolat, toute la fine fleur des cordes était là pour offrir à l'ancêtre, en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime audition. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus, les guitares sont restées à la porte cochère, et le dernier concert de l'ancêtre déçu, ce fut un pot pourri de cantiques peu chers. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas de musique d'orgue au nom, pas de chant liturgique pour qui avale sa chic, mais des guitares crénons de nom, mais des guitares crénons de nom. On avait apporté quelques litres aussi, car le bonhomme avait à la fièvre de Bercy. Et les soirs de Nouba, parole de tavernier, à rouler sous la table, il était le dernier. Saumur entre deux mers, Beaujolais, Marsala, toute la fine fleur de la vigne était là pour offrir à l'ancêtre, en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime libation. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus, les litres sont restés à la porte cochère, et le coup de l'étrier de l'ancêtre dessus, ce fut un grand verre d'eau bénite peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, ne nous faites pas boire au nom de ces eaux minérales, bénites ou lustrales, mais du bon vin crénon de nom. On avait emporté les belles du quartier, car l'ancêtre courait la gueuse volontiers. Pardonnez-moi, mesdames, on était avant MeToo. De sa main toujours leste et digne cependant, il trossait les jupons par n'importe quel temps. Depuis Manon Lescaut jusqu'à Dalida, toute la fine fleur du beau sexe était là, pour offrir à l'ancêtre, en signe d'affection, en guise de viatique, une ultime érection. Hélas, les carabins ne les ont pas reçus, les belles sont restées à la porte cochère, et le dernier froufrou de l'ancêtre déçu, ce fut celui d'une robe d'une robe de bure peu chère. Quand nous serons ancêtres du côté de Bicêtre, pas d'enfants de Marie au nom, remplacez-nous les nonnes par de belles mignonnes, et qui fument, crénom de nom, et qui fument, crénom de nom. Voilà. Moi, avec tout ça, j'ai appris le programme de ce qu'il fallait qu'on fasse au sein de Partager Vie. On est là pour donner de la vie à nos résidents. Vous l'avez vu dans l'exemple de Jacques Bonvoisin, où ils nous ont fait ça de façon magnifique. J'ai reconnu de quelques grands acteurs de rap, en particulier Monsieur Yin. Je crois que cette vie qu'on partage, c'est ce savoir-vivre qui est le savoir le plus essentiel pour bien faire notre métier. Merci beaucoup. Merci Dominique. Moi, je voudrais qu'on applaudisse tous nos intervenants qui ont été formidables. Merci.
Merci à vous d'être venus. J'ai 2 informations pratiques. Le podcast des Estivales sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la Fondation Partage et Vie. Et puis le livre des Estivales 2023 sera publié au PUF à l'automne prochain. Et puis j'ai une dernière information extrêmement importante. Un pot de l'amitié vous est offert au Rez-de-Jardin. Merci. Merci. Merci.